Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le CPI. Pourquoi le CPI? C'est l'indice des prix à la consommation. Considérez que 80% de la finance se passe aux États-Unis. Le monde dépend du dollar, donc du coup, il faut bien évidemment prendre en considération ces chiffres. Quand est-ce que sortent ces chiffres et qu'est-ce qu'ils concernent? Ils concernent le mois de décembre et ils sortent demain à 14h30. Donc du coup, on va rentrer en détail dans cette news. On va essayer d'analyser potentiellement quelle pourrait être cette news, c'est-à-dire est-ce que l'inflation va continuer à baisser comme ça commence à être le cas, ou alors est-ce que potentiellement on est sur une reprise de l'inflation. Je passe en partage d'écran, petite analyse de prix sur BTC d'abord, j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est important. Faites-le tout de suite, comme ça c'est plié. Et puis, éventuellement, si vous êtes nouveau, vous abonnez, activez la cloche de notification, nous rejoindre sur le serveur Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Ici, on est sur le BTC, donc face au dollar. On a, en 4 heures, on avait une séance qui est une figure bullish, target eh bien de la ligne de coup jusqu'au bas de la tasse, donc là on a quasiment atteint la target. Pour moi, on pourrait, entre guillemets, commencer à oublier cette figure. Néanmoins, ce faisant, étant donné qu'on a cassé ici, on a fait un double bottom. Je vais pas répéter tous les jours les figures bullish qu'on peut voir sur la chaîne, mais globalement, sur un double bottom, les chances de retest sont assez nombreuses, de l'ordre de 70%, avant de toucher la target. Maintenant, on a bien pump là, c'est bien, donc on va pas nécessairement, on va dire, se plaindre à l'instant T de ne pas avoir eu de retest. Cependant, vous le voyez bien ici, ce mouvement-là, ici, a été très impulsif. Il n'a jamais retracé 50%. On s'attend souvent à ce qu'un mouvement impulsif, si on appelle ça un premier mouvement, si on est vraiment dans une impulsion ici, on s'attend à un potentiel retracement de 50% au minimum. Ça nous donnerait effectivement pile poil ce retest des 17 000 $. On pourrait s'attendre également à un retour tout simplement en zone de rechargement entre les 0,50 et les 0,618. Force de quoi on aurait un retour entre les 16,8 et les 17. Ça, c'est la première chose à comprendre. Ce mouvement n'a pas corrigé. La deuxième chose à comprendre, c'est que potentiellement, ce mouvement-là haussier pourrait être une correction de ce mouvement-là, d'accord? Donc, du coup, à l'inverse, donc un retour dans cette zone-là, qui est une zone de rechargement de vente, une prise de profit institutionnel dans cette zone. Et du coup, on est tout à fait à même de commencer à pouvoir se retourner. Et je veux dire se retourner en ayant la perte de ce plus bas-là. Donc, toutes les choses qu'on voit en bullish, en fait, finalement, une fois qu'on commencera à se balader un petit peu dans toute cette zone-là, et ben du coup, ça pourra effectivement être dangereux. Donc, il faudra là, pour moi, si on parle de trading, je l'ai dit hier sur le Discord, mais ça commence à être des zones où il faut faire ce que disait Mohamed Ali, c'est-à-dire boxer comme Ali. Et boxer comme Mohamed Ali, c'est quoi? C'est float like a butterfly, sting like a bee. C'était la phrase de Mohamed Ali, je crois qu'il en a même fait une chanson. Ça veut dire, vous attendez, vous flottez un petit peu, et tout d'un coup, vous piquez comme une abeille. Donc, attendre, flotter comme un papillon, et d'un coup, piquer comme une abeille. The hands can hit what the eyes can see. C'est-à-dire, les mains ne peuvent pas éviter, les mains ne peuvent pas toucher ce que les yeux ne peuvent pas voir. Sous-entendu, vous ne pouvez pas relever votre garde si jamais vous rentrez, sortez. Pour moi, voilà, on va commencer à pratiquer ici vraiment des mouvements d'entrée-sortie sur le marché. Je parle ici du trade, en éventuellement regardant tout simplement les toutes petites structures, prendre des tout petits mouvements, continuer éventuellement à jouer la hausse, ne pas forcément jouer un gros retournement ici. Celui qui a commencé à shorter ici, il s'est cassé les dents sur toute cette structure. Néanmoins, attention pour moi, surtout dans la zone là, peut-être que tout simplement ne pas trade, attendre d'avoir une vraie résolution peut être une bonne solution, en tout cas pour les débutants. Après, si on arrive à péter toute cette zone, l'objectif c'est de revenir ici tout en haut, bien évidemment, et éventuellement, à partir de là, on pourra voir si soit on a une résolution haussière, ce qui nous donnerait éventuellement un triangle ascendant. Vous voyez que là, on fait une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, et là, on pourrait être en train de faire la cinquième vague, qui souvent est une vague de résolution. Triangle ascendant qui, en général, est mûr aux 2/3 de la figure que je vous ai mis là, c'est-à-dire potentiellement au 16 janvier.
Maintenant, j'aurais pas tendance à privilégier quand même cette figure, mais si on a une cassure, on pourra commencer éventuellement à jouer un retest ici pour continuer à hausser sur les 17 000. Pour moi, on a besoin de corriger. À un moment donné, là, il va falloir sortir un petit peu des gens qui sont rentrés en longue, hein, ici. On sait qu'on a ici pas mal de stop loss de longueur en levier, par exemple, à potentiellement venir chercher, mais ça, on le verra dans l'analyse des liquidités. Et ça n'est pas une certitude. Si la demande au spot est plus forte que ces longueurs-là, on va laisser gagner tous ces longueurs-là et on reviendra soit prendre les retardataires plus tard, soit tout simplement on va les laisser gagner et on va leur faire peur un petit peu plus tard pour éventuellement leur faire prendre profit. Néanmoins, bon, on voit qu'on a tenu ça, hein, cette partie-là du triangle ascendant. Moi, je suis pas un grand fan des triangles ascendants, mais cependant, pourquoi pas, encore une fois. Demain, donc je vous le disais, on a le CPI. On va juste vite fait, rapidement, aller voir ce que nous dit Ethereum. Ethereum qui arrive sur résistance, vous le voyez là. Pour le coup, là où Bitcoin n'est pas encore sur sa résistance, pour moi, sa résistance, elle est plus haut. Donc, est-ce qu'Ethereum nous donne un message en nous disant que, en fait, je vais vous le montrer ici, on va faire comme ça, je vais vous prendre ici. Est-ce qu'Ethereum est en avance sur Bitcoin? Est-ce qu'il nous donne un message en nous disant que, en fait, lui, son triangle ascendant, il se constitue plutôt comme ceci? Si j'arrive à retrouver le bas. Voilà. On va le faire avec cette droite-là, c'est bien. Donc si j'arrive à reprendre le bas ici, son triangle ascendant, il se constitue, on va dire, plutôt comme ceci. Vous la voyez là, la droite. Voilà. Attention également dans toutes ces zones-là, c'est pareil sur Ethereum. Si Ethereum nous remonte à 1436 $ là par exemple, mais qu'il reste dans cette structure qui est une structure bearish, hein, qui est un bear flag, attention. Néanmoins, si Ethereum également casse ici cette structure là, nous avons une formation d'un double bottom, la target étant de 1688, donc on peut estimer, si le retest est validé ici et que ça repart et qu'on casse ce flag, c'est-à-dire qu'on invalide cette figure là qui est baissière, que on est effectivement dans quelque chose de plus sympathique. Maintenant, un W bottom comme ceci en bas d'un flag, si là on voit qu'il y a un vrai rejet, hein, je parle d'un vrai rejet, attention quand même, c'est-à-dire qu'on pourrait oublier la target de ce double bottom. Vous comprenez ici toute la logique de dire ouais ok, on va faire attention, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, si Ethereum nous pète là les 1360, ce qu'il semble vouloir faire, ça peut être en tout cas très bien, ça peut être une chouette, on va dire un chouette support sur lequel éventuellement oublier cette impulsive, se dire qu'elle peut aller plus haut et qu'elle retracera ses 50% plus tard, pourquoi pas. Donc voilà, pour le moment, moi j'opterais plutôt pour un rejet dans la zone là, mais si on voit que ça casse, tant mieux. Il faudrait aller voir ici les structures en 15 minutes, 5 minutes, voire 1 minute pour commencer à avoir des informations là-dessus. Et on va le faire ensemble, puisque nous, on n'est pas ici, on n'est pas pressé sur la chaîne, on fait des vidéos assez longues, mais plutôt complètes. En l'occurrence, ici, peut-être, vous voyez qu'on est en 15 minutes là sur donc BTC. Peut-être avoir qu'on soit dans un bull flag qui est une très bonne figure chartiste haussière. Si ça peut casser vers le haut, à ce moment-là, on peut potentiellement jouer, étant donné que cette structure est quand même assez grosse, j'entends par rapport à celle-ci, on peut peut-être imaginer que ça dure encore longtemps, donc on vient ici rechercher une troisième. On peut faire soit 3 vagues dans un flag, soit 5, donc bien évidemment, attention à ne pas intervenir sur une cassure trop tôt. Ce faisant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait par exemple, c'est un exemple, ici venir rebondir sur cette résistance, là je parle pour BTC, donc dévier en dessous du flag, ça serait pas tellement un problème, les petites déviations sous les flags ne sont pas trop un problème. Ici, ça veut pas dire qu'on a cassé, on sait qu'on a cassé quand on s'est fait rejeter par le retest, d'accord? Donc ici, venir dévier dessous, ou alors tout simplement ici, grinder tout doucement et revenir. Du coup, rebondir sur cette potentielle double résistance, puisqu'on a une résistance ici horizontale et une résistance oblique, par exemple, donc faire peut-être quelque chose comme ceci. Et puis, derrière, soit on casse ce flag, effectivement, et c'est un flag potentiel. Vous voyez qu'ici, j'ai pris 2 points, et là, j'ai pris 2 points. C'est très facile de faire 2 points avec une droite. On considère vraiment qu'on commence à valider ici une résistance à partir de 3 touches. Voilà l'idée. Là, on perd ici, vous le voyez, cette traîne. Donc, on sait désormais qu'on est vraiment dans une correction plus importante. On va le voir d'ailleurs sur le momentum, je trouve. En tout cas, quand je regarde
Bon, le 1 minute, on va pas le faire, on va regarder le 15 direct. Le 15 minutes, on est potentiellement ici sur... on a une div baissière ici sur MACD. Ici, pareil, c'est-à-dire un mouvement d'achat qui est plus puissant que le suivant. Et ici, un mouvement de vente qui est moins puissant que le suivant. Donc, ça veut dire ici qu'on est plutôt vendeur. Néanmoins, si jamais ici, ce rebond-là, à l'instant T, se met en place, ça peut vouloir dire en 15 minutes que on recommence ici à être acheteur. Quand est-ce qu'on aura la validation de ça? Malheureusement, il faudra dépasser ceci. Ok, les vraies divergences, elles se valident, elles se confirment au moment où on a fait un W. Ici, potentiel point d'achat, on est sur le 15 minutes sur le Market Cipher, avec, vous le voyez, la VWAP qui repasse le 0, donc ça c'est un signal correct. Et encore une fois, là on est en 15 minutes, donc on parle de tout petit retracement. On pourrait très bien, par exemple, ici, juste revenir là et puis ensuite se faire rejeter. 30 minutes, c'est plutôt bear également, mais on a peut-être un retournement ici, très léger up, vous le voyez, la VWAP qui se rapproche du 0, stochastique qui est en bas, le SHOP, donc l'indice de volatilité qui est chargé, on sait qu'il va y avoir un mouvement relativement fort. Ici, on a une div baissière confirmée sur le 15 minutes, sur le 30 minutes, pardon, mais vous voyez qu'elle est en train de jouer. Enfin, elle a joué déjà à partir de là. Elle a été confirmée à la perte ici. Vous le voyez ici, là, on vient vraiment faire notre M. Donc voilà, est-ce qu'on a une div haussière désormais? Peut-être. Ici, vous le voyez, là, le prix monte. Et le RSI descend, et là on est sur du 30 minutes encore une fois. Quand est-ce que sera validée cette div? Elle sera validée quand on aura pris le point le plus haut entre les deux divergences, c'est-à-dire par ici. C'est-à-dire qu'en gros, si vous attendez que cette div soit validée, malheureusement vous perdez la moitié du mouvement. Ici, pareil, on est toujours divergent en 1 heure. En 1 heure, on est plutôt baissier. Vous le voyez, point de vente sur le Cipher. Le stochastique qui s'est retourné, qui retourne en bas. En 2 heures également, on est plutôt baissier. Vous le voyez, div baissière ici sur le MACD, c'est-à-dire un mouvement d'achat là qui est moins puissant, qui est plus puissant que le suivant. Même chose sur MACD, même chose sur le Cipher. Le stochastique qui est en train de descendre. Donc en 2 heures, on est baissier. Est-ce qu'on a la divergence en 2 heures? La réponse est oui. Donc c'est plutôt une divergence forte, encore une fois. De bonnes chances de retourner ici au 57 de RSI. En 4 heures, en revanche, je vérifie, mais... En 4 heures, on diverge aussi. Donc en 4 heures, pareil, toujours cette divergence baissière. Est-ce qu'on a une divergence haussière qui pourrait nous dire que ça va se retourner? Non. Donc le 4 heures est vraiment baissier. Pour le 6 heures, toujours une div également, toujours plutôt baissier sur le 6 heures. Pour le 12 heures, plutôt baissier également. Vous voyez ce mouvement d'achat qui se calme peut-être. Pas de divergence en revanche sur le 12 heures. Le stochastique qui pour l'instant accepte de rester en haut. Pas de retournement majeur sur le stochastique. Voilà, si jamais vous voyez que le stochastique commence à faire ça. Mais de toute façon, ça vous le verrez avec le prix. On revient sur le daily. Le daily est plutôt bull en revanche, si ce n'est que peut-être que vous le voyez là ici, la VWAP se rapproche du 0, donc on pourrait peut-être bientôt fermer cette vague d'achat. On a un money flow qui recommence à être positif, donc ça c'est peut-être plutôt pas mal. Ici, vous le voyez, contraction du momentum. Et ici, pour le moment, les momentum vendeurs sont à peu près équivalents. Les momentum acheteurs, pardon, sont à peu près tous équivalents en daily. C'est-à-dire que, globalement, on a le même momentum sur à peu près tous les niveaux au niveau de l'achat. Le momentum est un niveau qui n'est pas borné. C'est-à-dire qu'on peut aller très haut ici. Et je parle ici pour le MACD uniquement et le Cipher, donc c'est-à-dire qu'on peut aller très haut dans les mouvements d'achat, contrairement au RSI qui est un indicateur qui est borné, on va de 0 à 100, donc vous comprenez ici les différences qu'on peut voir éventuellement sur des divergences. Une divergence pour moi sur le RSI est plus puissante qu'une divergence sur le MACD. Mais le MACD peut vous parler plus et plus vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder éventuellement un retour des institutionnels. On va passer ici sur... donc on a pour moi fini l'analyse technique. Potentiellement un retour des institutionnels sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand je regarde les chiffres ici du CME, vous le voyez, eh bien on a un regain d'intérêt des institutionnels qui sont en général, qui investissent plutôt en général sur le Chicago Mercantile Exchange, donc le contrat futur sur Bitcoin ici. Et vous le voyez que hier, on a fait un rebond de plus 8% d'intérêt sur ce contrat-là. Donc ça, c'est intéressant.
Pour le moment, on va voir si ça continue comme ça, mais c'est plutôt une bonne chose. La deuxième chose qu'on peut mesurer chez les institutionnels, c'est le discount, le discount de Grayscale. Et on était, il y a de ça quelques jours, ne serait-ce que quelques jours, oui c'est ça, autour de 44-45% sur Bitcoin. Et on est remonté ici avec le prix, on est remonté à 38% de discount. Le fait est que, le GBTC, le Grayscale BTC, a pris plus ou moins 1,40$. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va dire que même si le prix augmente, finalement, le GBTC augmente un peu plus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Grayscale, surtout en ce moment, n'a pas bonne presse. Donc, c'est plutôt une bonne chose, à voir si ça n'est pas ici un short squeeze, c'est-à-dire si le GBTC n'a pas été surshorté sur ce type de news. Donc d'abord on sort les shorters et ensuite on fait éventuellement le vrai mouvement, ce qui serait pas très bon pour Grayscale. J'en ai parlé hier de l'affaire Grayscale Gemini, donc on va pas en reparler aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qu'on a sur toujours les news? Visiblement des nouvelles sanctions qui sont prévues sur le pétrole au niveau des Russes. On va analyser ça tout à l'heure avec l'inflation. Voilà, rien, pour moi, on va passer ici parce qu'il y a... Oui, là, vous le voyez, donc le CME qui reprend, qui crée un premium depuis la première fois, depuis que FTX s'est effondré. Ici, pas grand-chose non plus. Bitcoin.com, pas grand-chose non plus. Demain, donc, CPI à 14h30. On aura ici le core CPI, le CPI year over year, le core CPI year over year. Donc, on aura vraiment ici toutes les informations demain sur où en est l'inflation aux États-Unis. C'est ce qu'on va regarder ensemble et on va essayer d'analyser quel pourrait être le CPI de demain. D'abord, pour moi, il faut aller voir le sentiment du marché. Et pour le moment, vous voyez que le sentiment du marché, il est de dire que effectivement, Jérôme Powell, à 80% du marché, pense que Jérôme Powell, au 1er février, va augmenter ses taux de 0,25%. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, on regarde l'indicateur Trueflation, qui est un agrégateur de prix en ligne, avec tous les prix en ligne, et qui peut nous permettre de regarder si les prix à la consommation augmentent ou pas. Excusez-moi. Et du coup, on voit que sur le mois de décembre, on a commencé décembre ici, on était à 1er décembre, vous le voyez, 6,5%, et on a terminé décembre, donc au 31 décembre, puisque ce qu'on analyse c'est le mois de décembre, à 5,67. Donc une jolie baisse, on va dire, de à peu près 0,75%. Donc ça pourrait correspondre à peu près à ce que nous dit le consensus. Qu'est-ce que c'est que le consensus? C'est tout simplement tous les analystes économiques ont fait une moyenne à peu près de tout ce qu'ils disent et globalement vous avez ici un consensus. Le marché en général va avoir tendance à pricer le consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché est en train de mettre dans les prix et déjà on n'attend pas la news ici qu'on aura un consensus à 6,6%. Donc si on était baissier et qu'on tombait sur le consensus, à ce moment-là, on serait potentiellement en train de repasser haussier. Néanmoins, pour le moment, on est haussier, donc il faut faire également attention. Et je vais vous expliquer après tout de suite pourquoi. On avait un précédent CPI, enfin un précédent inflation, un CPI qui était à 7,1%, donc on sous-entend ici qu'il va baisser de 0,5. Vous avez vu que plus ou moins c'était ce qui nous était présenté sur le Trueflation, on avait dit 0,75. La deuxième chose, c'est que vous le voyez, le forecast de Trading Economics, donc le site qu'on regarde, est bien au-dessus, il est à 6,9, pardon. Donc probablement qu'on a des consensus beaucoup plus bas. On a probablement des consensus ici qui sont pas vraiment tous d'accord sur ce que ça va nous dire. La troisième chose, c'est que pour moi, ce qu'il va falloir regarder vraiment de près, c'est plutôt le core CPI, c'est-à-dire ce qu'on appellera une sorte d'inflation de demande. Et je vais vous montrer pourquoi également quand on va repasser sur les charts. On repasse sur les charts et je vous explique pour moi comment on doit appréhender l'inflation, la calculer, comment on doit éventuellement y porter attention. On est là sur les indices de l'inflation qu'on a eu, donc tous les CPI de tous les mois derniers. Ici, je vous ai séparé le core CPI et ce qu'on va appeler l'inflation de l'offre. Qu'est-ce que c'est que l'inflation de l'offre? C'est plutôt une manière vulgarisante de dire que c'est les commodités. Qu'est-ce que c'est les commodités? C'est tout simplement la bouffe et le pétrole, pour faire simple, qui
bien entendu, sur lesquels la Fed ne peut pas agir. Hein. C'est des choses dont de toute façon on a besoin, entre guillemets, et surtout qui en général sont importées d'autres pays sur lesquels, les logiques d'inflation sont différentes. Vous le voyez ici, je vous l'expliquais, un CPI, le dernier, qui était à 7,1. 6% de core CPI, donc l'inflation de demande, entre guillemets, et 1,1% de différence entre le headline CPI et le core CPI, c'est-à-dire inflation de l'offre, entre guillemets. Ici, il va falloir que l'inflation de l'offre, entre guillemets, encore une fois, continue à baisser, sinon ça risque d'être un petit peu une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est la première chose qu'on va commencer à analyser. Et pour ça, on analyse pour moi d'abord l'indice des commodités. L'indice des commodités, il est plutôt baissier. Si on se place au 1er décembre dernier, ici, et on va prendre ici, vous voyez que sur le mois de décembre dernier, on était plutôt haussier. Vous voyez que sur le mois de décembre ici, on a été plutôt flat, entre guillemets. Donc on peut peut-être estimer, si on fait ici par exemple une projection, qu'on aura une inflation entre guillemets de l'offre qui va être autour des 1% annuels. Où est-ce qu'elle est Voilà, c'est ça. Pour moi, voilà, on pourrait ici très légèrement baisser, mais on n'est pas extrêmement baissier non plus sur sur cette partie-là, on va dire, de l'inflation. Néanmoins, c'est pas vraiment celle-là qu'on va regarder le plus. Excusez-moi, ça va prendre un petit peu de temps, mais voilà. Et ici, on va le mettre en bleu, comme ça, on sait que c'est une projection qu'on est en train de se faire pour nous, comme ça, voilà, pour essayer d'avoir... pardon, on va le mettre en violet plutôt. Ouais, bon, c'est très bien comme ça. Ensuite, inflation de la demande. On va déjà aller un petit peu plus loin sur, entre guillemets, l'inflation de l'offre. Et là, vous comprenez que je fais vraiment d'abord, le gasoline, donc tout ce qui est combien coûte le pétrole aux USA. Combien de dollars le gallon, on va dire prix public, entre guillemets. Et là, vous voyez qu'on a quand même pris une sacrée hausse. On était haussier sur le mois dernier et on est toujours haussier sur ce mois-ci. Si on prend le 1er décembre ici et qu'on prend la diminution, on aura peut-être une diminution. Néanmoins, on aurait plutôt préféré rester en dessous de ce niveau-là. Donc au niveau, entre guillemets, pétrole aux États-Unis, c'est pas génial. En revanche, le baril de Brent, vous le voyez, le pétrole de la mer du Nord, donc en Europe, qui lui perd vraiment un support, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est tout simplement le mouvement ici, il est un petit peu biaisé par le fait que, et j'essaie de vous retrouver, ici en fait les États-Unis ont commencé à taper dans leur stock. Ici, ils ont retapé dans leur stock. C'est des stocks stratégiques de pétrole qu'ils ont et ils ont violemment tapé dedans. Ça a fait baisser le prix à chaque fois et globalement, pour moi, là, il y a eu peut-être un arrêt. Le dollar, les stocks ont arrêté de faire leur effet. Donc quand vous inondez bien entendu le marché de pétrole, ça permet de faire baisser ce pétrole. Donc pour l'instant, on va dire que malheureusement décembre, on a bien baissé courant décembre. Il faudrait faire l'analyse ici, est-ce qu'on est remonté juste à la toute fin de décembre? Vous comprenez l'idée? Enfin j'espère, c'est-à-dire, vous voyez par exemple ici, là, on est 3 novembre, ici, on est 21 novembre, ici, on entame le 1er décembre, donc décembre, pour moi, c'est ici, et globalement, vous voyez que on a fait, en fait, cette espèce de W, donc on peut estimer qu'on est à moitié-moitié, on peut estimer que, ici, on est plutôt flat sur le prix du pétrole aux États-Unis, donc ça va dans le sens un petit peu de cette idée de, on serait flat éventuellement sur le reste. Le gaz naturel, eh bien, qui est en train de joliment corriger. Et ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Encore une fois, on avait ce FUD autour de la Russie, etc. et tout ça. Et puis là, finalement, peut-être qu'on est tout simplement, on est même revenu au niveau pré, entre guillemets, guerre ukrainienne, même si c'est pas encore tout de suite dans les prix, hein, puisque je vous le rappelle, ce sont des contrats ici, donc attention à ça. La troisième chose, le blé. Le blé, c'est pareil, on est revenu au niveau du 7 janvier 2022. Et si je me remets en monthly, sur le blé, on a été plutôt corrigé. Le blé qui est en fait un indice qui fait quand même une bonne partie de tout ce qui est bouffe, hein, puisque vous comprenez que ça fait les pâtes, le pain, voilà, pas mal de choses, le couscous au Maghreb, voilà, toutes ces choses-là. On perd une résistance sur le blé, donc ça c'est plutôt bien. Et puis, encore une fois, 1er octobre, 1er décembre, on est où on est
quelque part par là. On avait été baissier en décembre, on est désormais en dessous. Vraiment pour moi, on serait peut-être sur une inflation de l'offre qui stagne. On va analyser maintenant l'inflation de demande puisque c'est ce qui nous intéresse quand même quelque part le plus. Pour moi, principalement, on enlève donc la food et on va surtout se concentrer sur tout ce qui est dépenses d'hébergement. Les dépenses d'hébergement, elles ont pas mal corrigé aussi. Maintenant, si je regarde, et là on regarde autour de 1 an précédemment, on a eu, oui, une chouette correction. Et donc du coup, on peut éventuellement se dire que là, ça pourrait être baissier de ce côté-là. Le transport, qui fait partie pour moi aussi des dépenses, on a énormément corrigé aussi, mais vous voyez qu'on trouve un plateau ici, donc attention à ça. Tout ce qui est, on va dire, service, etc., qui est à la correction également, mais vous le voyez, depuis le début de l'année, on est plutôt haussier de ce côté-là. Donc voilà, alcool, tabac, là je vous laisse faire, vous allez sur Trueflation, vous essayez de faire votre propre entre guillemets réflexion un petit peu là-dessus. Mais voilà, pour moi au niveau du core CPI, et je dis attention en janvier parce que vous voyez qu'en janvier on trouve un plateau. En tout cas sur Trueflation, on est sur un plateau, donc attention à ça. Le CPI de janvier sera-t-il baissier? C'est une bonne question. Et puis par contre pour moi en décembre, vous voyez qu'on peut tabler sur au niveau du core CPI, quelque chose comme peut-être 0,5. Donc là, vous comprenez qu'on a fait notre propre consensus. On est bien moins bon que tous les mecs qui font leur consensus ici, mais c'était quand même pour essayer de vous montrer un peu comment on peut se dire, bon, avoir sa propre vision des choses est toujours plus ou moins une bonne chose. Là, en l'occurrence, se dire que oui, en effet, on dit moins 0,1 sur le corps... le core CPI et on dit moins 0,5 admettons ou 0,4 sur le CPI, donc ça voudrait dire, là vous voyez que pour l'instant le consensus price 0,3, ça serait plutôt à peu près ça. Enfin, l'idée en tout cas du CPI, le consensus est pas déconnant au vu de ce qu'on a sur les charts. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit de ce côté-là? On continue un petit peu dans notre analyse. Et ben l'analyse ici, c'est de dire effectivement, on sera potentiellement au consensus. Si il est possible qu'on soit tout à fait au-dessus, tout à fait au-dessous. Hier, il y a eu un discours de Powell, il nous a pas donné un petit peu de tips par rapport à ça. Néanmoins, pour moi, il faut faire attention dans la zone aussi, ne pas forcément trader le CPI comme quelque chose de haussier, même si on est au consensus, pour plusieurs raisons. Alors, soit... on a un sell de news. Il y a forcément des gens ici qui vont vendre la news, puisque ici vous comprenez que le marché, il a une lecture du consensus. Il a vu le consensus il y a de ça un certain temps. Donc le marché, que ça soit même sur le S&P ou sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses actions américaines, ou sur Bitcoin qui sont relativement corrélés en ce moment, le marché a déjà une lecture du CPI, il l'a déjà anticipé. Ceci n'est pas une news. Si on a par contre une news qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire un CPI qui est haussier, plus du consensus ou même plus de 7%, 6,9, 7%, 7,1. À ce moment-là, on pourrait effectivement avoir une vente encore plus puissante que ceux qui vendent juste la news. Donc ça serait le mauvais scénario. Le scénario moyen, c'est on est au consensus, mais il y a tellement de gens qui achètent que finalement on reste à peu près flat, ça comble ceux qui vont vendre la news, puisqu'il y en a là-dedans qui vont vendre la news. Personnellement, moi, je pense que mon scénario privilégié, on va dire, c'est que il va y avoir pré-CPI un push plus important, et puis que c'est mon scénario, hein. Encore une fois, ça n'engage que moi, ça n'engage personne d'autre, donc voilà, ne tradez pas ça, enfin, tradez-le si vous le voulez, mais tradez-le à votre manière. Mon scénario, c'est qu'on pourrait potentiellement, même si vous le voyez là, toutes les analyses de momentum sont baissières actuellement, on pourrait avoir un push juste avant le CPI, de manière à nettoyer un petit peu des shorters et éventuellement après se retourner, faire effectivement un sell de news que moi j'évaluerais potentiellement à peu près sur une résistance qui n'a pas encore été retestée proprement. Vous voyez que là, oui, effectivement, on a un retest, c'est-à-dire là on push et puis ensuite et puis après on repart effectivement. Mais effectivement, revenir tester les 17K pour moi ne serait pas déconnant.
Est-ce qu'on touchera le double bottom avant ou pas? C'est une bonne question. Pour moi, la séance, c'est déjà de l'histoire ancienne, on va dire. On est quasiment à la target là, donc on va plus trop la considérer. Et puis, voilà, si derrière, on a de la grosse mauvaise news, etc. sur la crypto, et ben du coup, on pourrait valider éventuellement les figures baissières qu'on voit, c'est-à-dire par exemple ce biseau là, ascendant, qui est une figure baissière. Quelle est la target de cette figure? Et ben c'est tout simplement l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Vous comprenez que, admettons qu'on casse par ici, ça voudrait dire perdre du nouveau plus haut et perdre de ce plus bas provisoire et retour aux 16 000 $. C'est pour ça que je vous dis, moi, attention dans la zone, attention à la journée de demain aussi qui va probablement partir dans tous les sens. Ce qu'il faudra regarder pour moi, c'est le prix dans des time frames très petites et éventuellement faire des entrées-sorties très rapides pour les traders. Pour les investisseurs, rien à faire, hein, il faut attendre là et puis potentiellement pratiquer du DCA, etc. Mais vous comprenez que une correction, tant qu'on ne perd pas ici pour moi les 16,7 voire 16,650, c'est une correction qui est plutôt saine et plutôt normale, voilà. Un retest des 17K serait très bullish, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on valide vraiment ça comme une résistance, donc ça peut être revalidé plusieurs fois à nouveau comme une résistance. Je pense que j'ai fait le tour ici de la question. On va faire les liquidités très rapidement. 45 millions de liquidés hier, 12 millions sur Bitcoin, 12 millions sur Ether, donc c'est plutôt flat de ce côté-là. Les balances sur les exchanges qui sont plutôt propres, mais je ne sais pas si j'ai refresh là dernièrement. Non, alors on a un petit peu de sortie de Bitcoin de chez Binance, donc attention à ça. Puisque Binance, vous le voyez, a perdu 66 000 Bitcoin sur le mois. Et puis derrière... non, globalement, les bitcoins qui sortent des exchanges d'une manière générale à hauteur de moins 34 000 bitcoins. Donc un peu d'outflow sur Binance, attention à ça encore une fois. Ensuite, on va pas faire ça, on va faire ça directement. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? Qu'est-ce qu'on est venu chercher en tout cas comme stop loss? Là on est sur Ether, donc on va aller sur BTC. Sur BTC, on est venu chercher 2 points de liquidation, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Là, on était plutôt en short, très fortement d'ailleurs. Vous le voyez là, Open Interest qui augmente, Funding qui descend, d'où ce mouvement assez fort. Ensuite, on a été long là, mais le niveau n'est pas incroyable parce que vous voyez que l'Open Interest n'augmente pas. Donc on est plutôt sur de la fermeture de short que de l'ouverture de long, ou en tout cas un peu des deux en même temps. Mais on va quand même mettre le niveau, encore qu'il a été pris ici, donc on va pas forcément le mettre ici. On est assez fortement short à partir de là. Depuis, on est plutôt short, donc on va rajouter ce niveau-là à prendre en shorter. Ici, donc le plus haut précédent, 17 500. Et puis, depuis, on est plutôt shorté jusque là où il y a un gros long qui s'ouvre, mais vous voyez que ça retourne le prix. Et puis, à l'instant T, là, on est plutôt long. L'Open Interest, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une augmentation à peu près constante. Donc, on peut estimer que, on va dire, les deux mouvements sont plus ou moins linéaires. Demande au spot, elle nous fait un M-top, attention à ça, on est là, pour moi tout est analysable. Bon alors c'est pas vraiment un M-top parce que là on a fait un plus haut, mais tout est analysable en termes de chart, voilà, tout est analysable. On avait eu ici quand même un plus haut assez intéressant, et pour moi on a une forme de plus ou moins support dans cette zone là, et puis là vous voyez que par contre il faudrait que ça reparte par exemple sur le support. Sur le support, ça veut dire, globalement, ça serait bien ici que la demande au spot se reprenne à peu près dans cette zone-là, d'accord? C'est-à-dire, on fait ça, et puis là, on a une demande au spot qui est un petit peu indécise. Si elle se reprend, on pourra contrer éventuellement les shorters, c'est-à-dire plus de demandes au spot égale plus difficile de descendre, d'aller chercher les longueurs, mais bien évidemment, il va falloir que tout ça se mette en place et que ça tienne dans ce sens-là. Perp Binance, voilà. Sur Ethereum, on est venu chercher le plus haut précédent, c'est-à-dire ce point-là. Ici, on s'est construit sur du short, le prix monte. On se construit sur du long à partir de là, donc le prix baisse. Vous voyez l'augmentation de l'Open Interest en même temps que le funding descend. Ici, assez grosse zone de long quand même, puisque l'Open Interest augmente quand même.
petite zone de long, on va dire. Et puis ici, on n'est pas short pour moi. Enfin, pas plus que ça. On commence à être shorté effectivement à partir d'ici. Avec une augmentation de l'open interest, non pas vraiment. Donc j'ai un niveau de long à prendre ici. Voilà. Et puis, donc ici, on a du short, mais il est nettoyé. Ici, on a du long, ici également. Pour le moment, il n'est pas nettoyé proprement. Et puis, à partir de là, on est shorté, et ça de manière assez forte. Donc, effectivement, ici, on aura un point à venir prendre au niveau du plus haut précédent. Au niveau, j'ai un petit problème avec iBlock, mais je suis en train de le gérer, je l'aurais écrit. Donc, j'ai un problème avec tout ce qui est iBlock, en fait. Donc, ça ne fonctionne pas. Et j'en ai profité. Je vais probablement avoir un partenariat avec eux. Je crois que c'est... moins 15% pour ceux qui s'abonnent avec le lien de la chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous avez en prévision de vous abonner sur iBlock, n'hésitez pas à attendre un petit peu, j'aurai probablement le lien de référence sous quelques jours. J'attends qu'ils me répondent à ce sujet, puisque ça marchait pas, j'en ai profité pour leur demander un partenariat. Donc problème avec iBlock, donc ça on peut pas faire la liquidité ni la map, on va le faire comme ça. On va se mettre en 1 minute. On va dézoomer un petit peu. On est là sur USDT, ouais, c'est bon. Hop. Alors, globalement, si on regarde ici, les liquidités comme ceci, on peut voir qu'éventuellement, il y a un niveau, dans les niveaux derniers, à prendre autour des 18. Après, est-ce que ce niveau, c'est des leviers x25 ? Ils se sont pas mal accumulés dans la zone quand même depuis un certain temps. Alors, excusez-moi, du coup, je vais mettre en 15 minutes. C'est un peu moins précis quand on descend dans les timeframes, mais c'est pas grave. S'il veut bien s'afficher. Donc du coup, juste parler ici des 18 000 $, on a effectivement quelque chose à prendre dans la zone. Maintenant, si vous avez shorté, comprenez bien que vous avez probablement mis des stops, et ici vous vous êtes fait rétamer. Donc pour moi, le seul truc qu'il faut réellement prendre en compte, c'est plus ou moins les dernières positions, celles qui ont shorté vraiment il n'y a pas longtemps. Pour les longueurs, soit vous avez pris profit, là le prix il est là, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est coincé au milieu là. Si vous êtes rentré en long, du coup il y a des bonnes chances que une partie ici ait pris profit, donc je vais plutôt avoir tendance à considérer ici. Donc toujours pareil. On a du monde au 16.3, on a du monde au 18. Donc ça répond pas forcément à la question ici que nous on est en train de se poser. Question qu'on est en train de se poser, c'est quoi ? C'est tout simplement, en gros, est-ce que le prix va ici corriger à minima ici, et potentiellement on peut se dire que peut-être il pourrait revenir tester, et là je vous l'ai mis en potentiel, mais cette droite là, c'est-à-dire ce qu'on regardait sur les liquidations, vous voyez qu'on était au 16.3 à peu près. On sait depuis le départ qu'il y a une zone de liquidité assez fraîche, j'entends qu'elle date à peu près d'ici, hein, au 16,3. Ou alors est-ce que le prix va effectivement nous monter au 18 ? Pour moi la réponse, elle est dans la demande au spot, et elle est dans ce que va nous donner le CPI demain. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le CPI vraiment dédié pour vous expliquer tous les scénarios par rapport à ça. Alors pour le moment, quel va être le CPI ? J'ai pas de réponse. Vous voyez que pour moi, il sera plutôt au consensus. Voilà, c'est mon scénario, c'est que le CPI sera potentiellement pile au consensus. Maintenant, si on est au consensus, il y a encore une fois deux scénarios. Moi, j'aurais tendance à privilégier de la vente, c'est-à-dire un sell de news, d'accord ? C'est-à-dire ne pas pratiquer nécessairement d'achat sur cette news du CPI parce que elle va être extrêmement longuée et elle va être extrêmement vendue. Si on est pile au consensus, encore une fois, si on est au-dessus, on peut partir plus haut. La deuxième chose, c'est que par contre, il se peut que la demande au spot soit tellement importante sur ce CPI au consensus que effectivement ça peut être haussier, mais j'y crois pas du tout. Enfin, j'y crois pas trop. Après, si on a une structure qui nous dit un flag comme ceci, par exemple, pour l'instant, pourquoi ne pas tester avec des setups vraiment très propres, c'est-à-dire un risk management super maîtrisé, ce type de flag, par exemple, où on vient grinder potentiellement, peut-être pré-CPI, peut-être pas la journée du CPI, mais enfin peut-être dans la matinée demain, voilà les 17 670 possible.
Pourquoi pas? À voir ce que nous dit maintenant pour moi la structure, et la réponse, on va la voir sur la structure en, je dirais, 4 heures. Oui, peut-être un peu moins la structure, oui, la structure horaire, on va dire, voilà, structure en 1 heure. Voilà, donc désolé, pas vraiment de réponse à ce stade, mais encore une fois, pour moi, je ne longuerai AIS pas un consensus qui éventuellement est, enfin un CPI qui est au consensus. J'ai l'impression que ça risque de nous donner quelque chose comme plutôt de la vente. Néanmoins, il faudra surveiller la demande au stock à ce moment-là. Si jamais tout le monde intervient, par exemple, sur cette nouvelle, c'est bon. En gros, on a un atterrissage en douceur. Le chômage reste, le chômage reste à ces niveaux de 3,5, donc le chômage est très très bas en ce moment aux États-Unis, et une inflation qui diminue, ça veut dire potentiellement un atterrissage en douceur, donc pourquoi pas, voilà. J'ai un peu réduit la caméra parce qu'on ne voyait pas les prix sur le côté, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, un petit peu longue, j'en suis désolé, mais on a vraiment développé, je pense ici, tous les sujets potentiels et tous les tenants et aboutissants que ça pourrait avoir sur le prix. Encore une fois, je peux complètement avoir tort. Moi, le principe, c'est d'avoir, entre guillemets, raison à peu près 50-60% du temps. C'est ça qui fait, entre guillemets, c'est ça qui remplit mon frigo. Donc, bien évidemment, ça veut dire que j'ai tort à peu près entre 40 et 50% du temps, malheureusement. Maintenant, voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. Question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser ensemble. Et la question du jour, elle sera sur le nombre de frères et sœurs, voilà, si vous en avez. Voilà, le nombre de frères et sœurs, et on va faire un truc vraiment dégueulasse. Quel est votre frère ou sœur préféré sur les 2 ou 3, quel est celui que vous préférez? Ça, c'est vraiment la question horrible. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.